Bonjour, Virginie Gabory, je suis l'adjointe du directeur des affaires européennes et internationales de l'AFG. Alors pour rappel, l'AFG c'est l'Association française de la gestion qui représente et promeut les intérêts de l'industrie française de la gestion d'actifs. Alors tout d'abord, je suis désolée parce que je viens juste de prendre mes fonctions et je remplace au pied levé le directeur, donc je n'ai pas eu le temps de vous faire des slides, mais si vous manifestez un intérêt pour les deux sujets que je vais développer, je pourrai effectivement, dans les jours qui viennent, vous envoyer ce document papier, puisque les deux sujets qui sont inducement et donc la rémunération sur les produits financiers et les fonds monétaires sont des sujets qui intéressent particulièrement l'industrie française. Effectivement, on a depuis un certain nombre d'années une avalanche réglementaire européenne à laquelle on doit se conformer et ces deux sujets-là sont particulièrement d'intérêt pour les sociétés de gestion françaises. Moi, pour faire un petit résumé, puisque je n'ai pas pu vous donner une biographie, donc je viens juste de rejoindre l'AFG, ça fait un peu moins de 15 jours, mais j'ai travaillé précédemment pour Amundi et pour AXA, voilà, et surtout sur la partie distribution. Donc je vous propose d'étudier un peu plus en détail, si vous voulez bien, la partie rémunération des produits financiers, parce que c'est une problématique que je connais bien d'un point de vue opérationnel. Donc je vais plutôt vous donner une approche métier du sujet, et sur la partie fonds monétaire, qui est une partie qui est extrêmement technique, je vais plutôt rester sur un calendrier et vous dire quelles sont les positions de l'industrie française sur ce sujet. Alors concernant le premier sujet, donc comme il a été dit précédemment, donc nous sommes effectivement dans les mesures de niveau 2 de la MIF, et donc le projet de la Commission européenne vient de nous être transmis après avis technique de l'ESMA en décembre 2014. Il y avait effectivement des sujets qui étaient d'importance pour les sociétés de gestion françaises, mais également pour une grande partie des sociétés de gestion domiciliées en Europe continentale, puisque effectivement le UK et les Pays-Bas ont anticipé MIF 2 en interdisant les rétrocessions aux distributeurs. Donc la question, effectivement, pour les asset managers français, c'était vraiment la question de vont-ils pouvoir continuer à verser des rétrocessions à leurs distributeurs, ce qui, pour les sociétés de gestion françaises et continentales en général, pouvait remettre en cause le modèle de distribution mis en place. Le projet qui est actuellement à l'étude à la Commission a plutôt rassuré les acteurs français, même si effectivement on a effectivement interdit donc, les rétrocessions versées ou reçues par des tiers dans le cadre des mandats, donc dans la gestion sous mandat. Donc dorénavant, les rétrocessions reçues par une société de gestion française dans le cadre de la gestion d'un mandat devront bénéficier aux clients et être reversées à l'actif du mandat. Donc ça, c'est la première des clarifications. Et la deuxième des clarifications qui était d'importance pour les acteurs français, mais également pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, était de savoir si effectivement on allait inclure le conseil indépendant dans cette interdiction et quelle était la définition de ce conseil indépendant.
Donc là, le projet de la Commission européenne, et encore une fois, c'est un projet qui n'est pas encore définitif. Mais le projet aujourd'hui prévoit bien cette interdiction de rétrocession dans le cadre des mandats et dans le cadre du Conseil indépendant. Aujourd'hui, effectivement, tout acteur qui se définira comme un conseiller indépendant ne pourra plus bénéficier de rétrocession ou verser des rétrocessions à un tiers. Donc, la question, effectivement, qui s'est posée lors des dernières négociations et pour laquelle l'ESMA a été consultée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par conseil indépendant. Un conseil indépendant aujourd'hui, dans l'état actuel du projet de la Commission, c'est effectivement une capacité du conseiller à travailler à partir d'un univers d'instruments financiers suffisamment large et qui soit représentatif du marché. Cet univers doit être suffisamment représentatif en termes de producteurs, de risques, de coûts, de complexité, voilà, et doit donc pour chacune des catégories de clientèle ciblée, ce conseiller indépendant devra proposer à son client un éventail suffisamment représentatif du marché pour chacune des classes d'actifs. Donc ce n'est pas le nombre de fournisseurs qui vous fera basculer du côté des indépendants ou des non-indépendants, c'est vraiment le nombre de produits par classe d'actifs. Alors une précision a été apportée également sur le fait qu'une même personne physique ne pourra pas être à la fois qualifiée d'indépendant et de non-indépendant. Si dans une entité particulière, vous pourrez effectivement apporter un conseil en investissement dépendant, enfin non indépendant et un conseil indépendant, il faudra effectivement que des contrôles soient mis en place et qu'il y ait vraiment une séparation pour ne pas apporter de confusion dans l'esprit de l'investisseur potentiel. Donc ça, c'est une clarification qui est effectivement apportée au niveau européen sur la protection des investisseurs lorsque le conseiller en investissement se présente comme un indépendant. Donc ça, c'est effectivement la première clarification qui a été apportée au niveau européen. Et je dirais que pour l'industrie française, ce qui était également important de préciser, c'était également pour reprendre ce qui était déjà établi dans MIF 1, c'était effectivement qu'est-ce qui allait tomber dans le scope des rétrocessions autorisées. MIF 1 avait donc énoncé deux principes qui étaient que pour pouvoir effectivement verser une rétrocession, il fallait apporter aux investisseurs une amélioration du service ou un service additionnel et que cette amélioration de service devait effectivement bénéficier aux clients. Donc la question qui s'est posée et tous les débats qui ont eu lieu ont porté sur les conditions ou les cas où effectivement on allait considérer que la rétrocession était autorisée et donc une amélioration du service proposé. Donc le projet de la Commission était d'autant plus important que selon la façon dont la Commission européenne allait lister ou non des cas d'amélioration du service, on pouvait effectivement restreindre énormément les possibilités de rétrocession vers un tiers ou reçu par un tiers. Je ne vous cache pas que l'industrie française aujourd'hui considère que effectivement on
a quand même sauvé les meubles, on va dire, puisque effectivement les cas d'ouverture de possibilités de rétrocession aux distributeurs sont quand même aujourd'hui, tels qu'ils sont rédigés dans le projet de la Commission, assez larges, à condition effectivement de prouver et de pouvoir documenter. Il y a des conditions qui sont assez contraignantes, hein, par contre, c'est extrêmement contraignant pour l'industrie de devoir effectivement lister l'ensemble des flux sortants et entrants et de devoir documenter l'ensemble de ces flux et de devoir prouver pour chacun de ces flux qu'ils correspondent bien à une amélioration du service au bénéfice du client ou à un service additionnel apporté au client. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Oui. Guy Debanefieux, le conseiller de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Je travaille avec l'AFG sur ce sujet, et on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais je vais très bien être vos collègues. Alors peut-être quand même quelques précisions, parce que vous vous référez à un document de la Commission, il n'y a pas de document de la Commission, on l'attend. Hein. On est au stade où il y a eu l'avis technique de l'ESMA de décembre 2014, et qui lui-même était un avis rectifié par rapport à l'avis précédent. On part de l'idée que le texte de niveau 2 de la Commission qu'on attend incessamment, ça devait être fin juin ou début juillet, c'est-à-dire 6 mois après l'avis technique de l'ESMA, mais on n'a pas d'avis de la Commission, on ne sait pas si ce serait directive ou un règlement, et donc on est réduit pour le moment au texte de l'ESMA. Le texte de l'ESMA est alors par rapport à ce que vous dites, peut-être, nous, conseillers de gestion de patrimoine, nous pensons que, pour clarifier ce qui a été dit, il y a interdiction de versement de commission en cas de conseil indépendant. Et il y a possibilité de les maintenir en cas de conseil non indépendant sous bénéfice de l'amélioration de la qualité du service au client, ce qui s'appelle en anglais le Quality Enhancement Test. Et c'est justement les conditions dans lesquelles ceci va être jugé par le texte de la Commission d'une part, et ensuite par son adaptation en réglementation française d'autre part, qu'on pourra voir si ce texte est aussi buvable que vous disiez. Alors, on pense en effet qu'on a évité le pire puisqu'on a évité l'interdiction, mais on ne connaît pas encore les modalités. Donc, nous, par exemple, nous avons abandonné le qualificatif d'indépendant dans le nom de notre association, puisque nous pensons que nous n'interviendrons plus en indépendant, nous interviendrons en non indépendant, comme en matière d'assurance, on est courtier catégorie B, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas soit avec un seul fournisseur, soit avec l'ensemble des fournisseurs ou l'ensemble des produits, mais avec une liste réduite. Donc, je suis d'accord sur la conclusion, mais enfin, n'allons pas trop vite, je suis d'accord sur l'impression que vous avez dit, n'allons pas trop vite aux conclusions, on n'est pas encore sorti d'auberge, et donc on attend avec impatience la clarification de ce sujet. Et très rapidement, parce que donc le sujet se couple avec l'autre directive, qui est donc la directive sur les produits d'assurance, qui en français s'appelle la DIA, qui en anglais s'appelle la IMD, et qui d'ailleurs vient de changer de nom, ça vient de s'appeler la IDD, M voulait dire mediation, intermédiaire, et D veut dire distributeur. Donc la IDD va devenir en français la DDA, ça veut dire la directive sur les distributeurs d'assurance, et non pas sur l'intermédiation d'assurance comme avant la DIA. Et donc, je donne l'information rapide ici. C'est donc le compromis politique a été trouvé hier à Bruxelles, donc en trilogue, sur la DIA, et avec un sujet important qui se relie à ce qu'on a dit précédemment dans cette réunion, c'était la convergence entre les différentes réglementations. La MIF, comme vous le savez, est une Maximum Harmonization. Et la DIA était une Minimum Harmonization. C'est-à-dire que la MIF donne toutes les règles applicables sans liberté de manœuvre pour les États membres, alors que la DIA était une Minimum Harmonization et devait notamment donner un socle avec une possibilité pour les États membres d'agir différemment. Il y a eu une tentative de dernière minute qui était de
excusez-moi, MIFIDiser la DIA, c'est-à-dire d'introduire les règles contraignantes de la MIF dans le domaine de l'assurance. C'est important parce que c'est comme tout le sujet d'assurance vie qui est derrière. Et donc, in fine, le compromis qui a été, c'est pour ça que excusez-moi pour mes voisins, parce que j'ai des messages qui tombent sur mes boîtes, parce qu'on est en train de commenter l'accord politique qui a été obtenu hier soir à Bruxelles. Il semblerait bien qu'on est à peu près dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas no ban on commission, pas d'interdiction des commissions pour la distribution de produits d'assurance, qui en anglais s'appelle le IBIS, Investment-Based Insurance Products, Insurance-Based Investment Products, et donc avec toujours ce fameux critère. Est-ce qu'il faut avoir un critère positif, c'est-à-dire prouver qu'on améliore la qualité du service au client, ce qui est le critère de la NIF, ou bien ce que nous préférions de beaucoup, qui était le critère de la DIA jusqu'à présent, c'était qu'il fallait que ces commissions prouvent qu'elles étaient non detrimental par rapport au client. C'est tout à fait différent de savoir si une commission perçue ne nuit pas aux intérêts du client, ou de prouver qu'elle améliore la qualité du service au client, qui là est quand même une mine à chagrin potentielle. Bon, je m'arrête là parce que ça ne va pas être trop long, mais c'était quelques précisions sur ce sujet totalement central pour le Conseil financier. Merci beaucoup pour ces précisions d'actualité qui complètent utilement le propos de l'AFG qui ne vient pas en opposition, mais c'est intéressant effectivement d'avoir l'actualité à chaud très rapidement. Michel, juste très rapidement, Véronique Garrido-Lafargue, secrétaire générale de la CIFT, association de CIF haut de bilan. Juste une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que les rémunérations qui peuvent être faites à des apporteurs d'affaires, parce qu'un CIF haut de bilan peut rémunérer des apporteurs d'affaires de type expert comptable, avocat ou autres intervenants de la place, pourraient être, à votre avis, assimilés à des rétrocessions et donc interdits, alors que c'est une pratique usuelle. Écoutez, en tout cas, du point de vue de l'industrie, c'est une question qu'on se pose. Puisqu'effectivement, moi j'ai travaillé sur la distribution française et internationale pendant 12 ans auprès d'AXA IM. Effectivement, c'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Comme disait monsieur, effectivement, on voit que c'est encore mouvant. On a échappé au pire, mais il y a encore quelques ouvertures possibles, malgré effectivement les bans dans certains pays. Donc on garde quand même cette possibilité-là. Donc c'est en ça où effectivement on considère qu'il y a quand même une avancée pour l'industrie, même si on sait que on a dû effectivement, pour le conseil indépendant, effectivement là plier. Mais c'est une des questions. C'est une des questions. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Et donc il faudra effectivement attendre déjà le projet définitif de la commission qu'on espère avoir en septembre. Et puis après, effectivement, avoir les règles de niveau 3 et puis dans le cadre de la transposition en France, avoir un peu plus d'éléments. Aujourd'hui, à ce stade, on n'est pas en mesure de répondre, même si je comprends bien votre problématique. Michel, on continuera après au déjeuner, mais là, oui, on va avancer. Non, mais j'ai deux petites précisions. D'abord, la directive MIF ne fixe pas comme seul critère l'amélioration de la qualité du service rendu au client, mais il y a aussi l'absence de conflit d'intérêt et la transparence. Il ne faut pas oublier, ça fait partie des exigences. Et ensuite, pour les rétrocessions aux avocats, potentiellement du Conseil de l'ordre, c'est radicalement interdit par la profession d'avocat. Mais donc, même si c'est pas... et je pense que la rétrocession à un tiers est assez suffisamment large pour ouvrir tout type de rétrocession. Quelques mots sur les fonds monétaires. Alors, sur les fonds monétaires, ça va être vraiment très très rapide parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est très technique. Simplement, le point de vue de l'industrie française, effectivement, on n'accueille pas avec un très bon œil cette nouvelle réglementation sur les fonds monétaires, puisqu'effectivement, ces fonds-là sont effectivement pour la plupart déjà réglementés, soit par les directives UCITS, majoritairement, ou AIFM, et les guidelines ESMA de 2010. Donc, on
considère que pour les fonds à valeur liquidative variable, qui sont les seuls autorisés en France, nous sommes suffisamment régulés pour ne pas engendrer de risques systémiques. Par contre, effectivement, la question se pose sur les fonds à valeur liquidative constante, qui sont effectivement des fonds qui ne sont pas autorisés en France et qui sont essentiellement domiciliés au Luxembourg et en Irlande. Donc on voudrait pouvoir bénéficier à minima d'un aménagement. Voilà, donc a priori dans le calendrier, donc effectivement la proposition le projet de la Commission européenne a eu lieu en septembre 2013. Et le Parlement européen vient en séance plénière le 29 avril 2015 de voter le texte. Donc, a priori, on n'est pas très optimiste voilà, sur le fait que le texte ne soit pas adopté in fine. D'accord.